Bonsoir messieurs, dames. Vous êtes bien sûr le Grand Talk pour ce 20 novembre qui marque la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfance. Nous prenons le contrôle de la télé. Bienvenue. Bonsoir à tous, je suis Konon Lisa. Aujourd'hui, nous parlerons de la Journée internationale des droits de l'enfance. Une journée créée en 1954 et instaurée le 20 novembre 1990 dans le but de promouvoir les droits de l'enfant et de faire entendre leur voix mondialement. Pour ce faire, je ne suis pas seule sur ce plateau, mais en compagnie de mes amis jeunes reporters qui se présenteront. Bonsoir à tous, je suis Shakibou Adji, jeune reporter de la commune de Port-Bouille. Bonsoir à tous, je suis Conan Francisca, Marie-Océane, jeune reporter. Bonsoir à tous, je suis Kamara Myriam, jeune reporter. Bonsoir à tous, je suis Diallo Fatma Zara Ronia, jeune reporter. Merci chers amis pour cette belle présentation. C'est dans cette optique que nous se déroulera la suite de notre émission. Sur ce, débutons. Chers amis, que pensez-vous de la célébration des droits de l'enfance ce 20 novembre? Merci Lisa. Pour moi, je pense que la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfance ce 20 novembre, c'est une belle initiative parce qu'elle nous permet à nous, les enfants, de connaître non seulement nos droits, et aussi de connaître le nombre d'enfants. Nous sommes 2,2 millions d'enfants dans le monde. Connaître que nous avons le droit à la santé, à la protection, à la nutrition de qualité, à la bonne éducation, etc. C'est tout pour moi. Merci Myriam. Alors pour moi, je pense que cette journée n'est pas seulement une journée pour faire des émissions, mais aussi montrer à l'enfant qu'il a une place dans la société. Malgré ne pas avoir été mis à l'école, mais il est toujours temps de se mettre à l'heure. Alors, c'est aussi l'occasion pour nous de dire à l'État qu'il est temps de respecter ce qu'ils ont dit avant sur les droits de l'enfant, car nous sommes la clé du monde. Merci chers amis pour ces belles réponses. J'ai une deuxième question pour vous. Les droits des enfants sont-ils respectés en Côte d'Ivoire? Merci Lisa. Je pense que oui, le gouvernement fait beaucoup pour les enfants. Mais quand même, il y a encore nos camarades qui dorment dans la rue et d'autres qui étudient dans des classes qui ne sont pas favorables pour de bonnes études. Et nous souhaitons que cela change. Merci Ronia. Merci Lisa pour la question. Je pense que oui, les droits des enfants sont respectés par les campagnes faites chaque année en faveur des droits des enfants ainsi que les actions menées par le gouvernement favorisent donc le respect de ces 10 droits. Mais cela ne suffit pas, il reste quand même certains points à améliorer, dont le droit à l'identité qui n'est pas totalement respecté et le phénomène du travail des enfants qui n'a toujours pas été résolu. Merci chers amis pour ces si belles questions, mais j'ai encore une dernière question pour vous. Quelles sont les actions menées par l'UNICEF en Côte d'Ivoire en faveur de cette journée? Comme action menée par l'UNICEF en Côte d'Ivoire en faveur de cette journée, nous pouvons citer entre autres la campagne de l'UNICEF dénommée No Name, qui est une campagne de sensibilisation qui a été lancée depuis le mois d'octobre avec comme ambassadeur le footballeur Sébastien Haller pour promouvoir le droit à l'identité, donc inciter à la déclaration des naissances. Il y a aussi cette marche qui s'est tenue aujourd'hui à Soubré pour la lutte contre l'exploitation des enfants dans les forêts. Enfin, nous aussi, jeunes reporters, nous faisons des émissions radio grâce à l'UNICEF dans 11 localités afin d'impacter nos amis pour un monde meilleur, comme vous pouvez le voir par notre présence sur ce plateau aujourd'hui, ce soir. Merci chers amis pour vos si belles voix que vous avez fait, que vous nous permettez d'entendre ce jour. Merci à tout le monde. Merci à Christelle, merci à Light TV
de nous avoir permis de faire entendre notre voix sur ce plateau. Nous allons maintenant céder la place aux animateurs seniors. C'est un plaisir renouvelé pour nous de prendre la parole encore en ce lundi. Bravo aux enfants. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît, cher plateau? La journée de l'enfance, voilà, créée en 1954 et célébrée chaque 20 novembre. Il était donc juste de leur laisser ce plateau ouvrir et puis voilà, prendre nos différentes places. Tout de suite et maintenant, sans aller plus loin, nous allons parler d'une actualité nationale. Il s'agit donc de ce séminaire initié par le RHDP qui est donc victorieux des élections locales 2023. Le parti présidentiel veut accroître son hégémonie en 2025. Isabelle, votre analyse sur ce séminaire qui a quand même abordé plusieurs thématiques importantes. Oui, alors le RHDP a tenu un séminaire ces 3 derniers jours qui a duré donc tout le week-end jusqu'à dimanche. Donc c'était 3 jours d'assises, 3 jours d'introspection pour avoir des résolutions qui ont été formulées par les militants. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu 96,27%. Non mais Herman, peux me laisser terminer s'il te plaît? Je suis en train de me déconcentrer là. Non mais Isabelle, 96,27% de taux de participation des militants. Donc ils ont tous véritablement répondu présent à l'appel donc du président du directoire à l'effet donc de pouvoir réfléchir aux différentes thématiques, notamment le bilan des élections, la formation politique, discipline, cohésion au sein du parti et le fonctionnement et la vie du parti. Il faut savoir en tout cas que le bureau du séminaire a été présidé donc par la ministre d'État Anne-Désirée Oloto qui a mené vraiment de main de maître toutes ces réflexions qui ont été faites. Il faut aussi noter que c'est vraiment, on peut le dire, c'est l'apanage du RHDP d'à chaque fois faire une restructuration, faire des réflexions pour aller plus loin en tout cas dans leur gestion à la fois administrative mais aussi politique. Parce que je m'en souviens déjà, après l'élection présidentielle de 2020, il y a donc une restructuration du parti politique avec un changement donc, au niveau des instances qui avait conduit donc Gilbert Koné-Kafana à la tête du directoire et Bakongo donc, au niveau du secrétariat exécutif. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Et aussi, on peut signifier qu'en 2022 déjà, il y a eu un véritable exercice démocratique au sein même du RHDP, au sein du parti, avec des primaires qui ont vu donc l'élection de tous les secrétaires départementaux. Donc ils ont vraiment à cœur de pouvoir travailler sur leurs outils politiques en vue donc d'aller plus loin. Très bien. Herman, quelle analyse vous faites justement de ce séminaire, des thématiques très importantes? Les militants ont été vrais, au vu en tout cas des résolutions qui sont sortis. Chacun a dit ce qu'il voulait voir de ce parti-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Herman? Bon, je pense que c'est le débat interne, quand il est ouvert dans un parti politique, c'est que c'est ouvert à tous les militants. Ça participe à la formation du militant d'abord et ça participe aussi à une certaine maturité dans les actions qu'on veut mener. Donc, le RHDP faire cela, ça veut dire que il y a longtemps que déjà même de ce parti-là travaille ainsi. Mais moi, j'ai noté un fait. L'exercice d'autocritique est souvent très difficile dans les partis politiques. On voit que le RHDP, le RHDP a réussi à le faire et en plus à vulgariser, parce que les débats en interne, c'est une réunion en interne, un séminaire en interne, mais ils ont tenu à communiquer là-dessus. Il y a des points quand même qui m'ont intéressé. Au niveau du diagnostic qu'ils font, on voit qu'ils disent la non prise en compte des propositions de la base dans le choix des candidats. Ça, moi, j'ai trouvé ça essentiel. On l'a dit ici, lorsqu'il y a eu beaucoup de candidats dissidents qui sont partis en indépendant et autres, on l'avait dit. Lorsque ces expressions de candidature en tant qu'indépendant, c'est parce que les gens se disent que la base, ils ont une certaine caution de la base. Donc, si le séminaire, après cela, reconnaît que la base n'a pas forcément été entendue dans le choix des candidatures, c'est important. La mise à l'écart aussi de certains acteurs clés du parti au niveau local. Ils ont parlé de l'impartialité de certains coordonnateurs qui ne faisaient pas bien leur travail dans le choix aussi de ces candidats. Moi, j'ai beaucoup apprécié cela. Ça montre justement la démocratie interne. Oui, il y a une démocratie interne. Et ça, je pense que tous les autres partis politiques doivent pouvoir emboîter cela. On va peut-être revenir, mais déjà, ça leur a permis de dresser ce bilan-là et puis faire des propositions, de prendre des résolutions concrètes par rapport à l'avenir. Edith, est-ce qu'il y a d'autres points qui ont attiré votre attention?
de ce séminaire? Oui, globalement, et déjà revenir sur le fait que tout cela participe aussi de la vie des partis, et c'est ce qu'on veut voir en général, et qu'on voit en général dans d'autres partis également, et le RHDP donc s'est prêté à l'exercice, pouvoir faire le bilan des élections législatives, les élections municipales et régionales, mais également pouvoir faire le point donc, du fonctionnement de leur institution. Et ce que j'ai retenu, c'est surtout donc à l'atelier 3 qui parle de la vie et du fonctionnement du parti, et globalement sur l'absence du logo et l'hymne du parti, qui sont des éléments qui doivent être globalement pris en compte dorénavant dans le fonctionnement du parti. Donc une remise en question. Pour vous, c'est très important. Oui, c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de changements au sein du parti. Il y a eu des départs, il y a eu des retours, mais il y a eu surtout des fusions également. Et à un moment donné, le RHDP est un parti politique. Ce n'est plus juste un rassemblement de partis politiques. Et donc, forcément, ce sont des éléments qui allaient forcément revenir donc, dans cette discussion avec la base. Et c'est tout à fait légitime parce qu'on a reçu certains membres de partis politiques qui estimaient exactement qu'ils n'étaient pas pris en compte dans le fonctionnement du parti, dont le MFA qu'on avait reçu. Et également l'absence de communication entre la base et le parti. Et ça, ce sont ce genre d'éléments qui reviennent également aussi dans d'autres partis. On l'avait constaté également pour certains partis à l'époque et tout. Et on a également ce même problème qui revient où la base ne se sent pas écoutée. La base a l'impression qu'il y a une sorte de dichotomie ou de déconnexion totale entre ce qui est fait au niveau de le sommet et ce que la base attend effectivement du sommet. Donc, globalement, ce sont des genres d'actions. Et la dernière remarque, le dernier point qui m'a intéressé, c'est le manque de coordination entre l'action gouvernementale et le fonctionnement et la vie du parti. Et parmi les exemples qui ont été cités, par exemple, les débats sur la cherté de la vie, l'organisation de la CAN, oui, globalement, parce qu'on est membre d'un parti politique, mais on vit aussi les réalités de la nation. On vit également les réalités de nos concitoyens. Oui, on est le parti au pouvoir, mais on peut également critiquer ce qui se passe et pouvoir également donner son point de vue. Très bien. Élisée Boloubeuf, est-ce que vous allez vous appesantir sur justement les réactions des militants dans le compte rendu ou de façon globale pour vous? C'est une très belle initiative. Bon, moi, je pense qu'au regard, j'étais très intéressé de voir un peu les conclusions de ce séminaire-là. Et au regard des conclusions qu'on a eues, je pense quand même que ce séminaire avait en réalité tout son sens. Et je crois que le RHDP, comme l'avait proposé, ou du moins comme avait planté le décor dans son discours de cadrage du ministre Bakongo, je crois qu'effectivement, les militants se sont alignés dans ce discours de cadrage parce qu'il avait dit effectivement de sortir du triomphalisme béat et d'avoir l'humilité aussi et surtout de privilégier l'autocritique. Vous en parliez vendredi et vous revenez là-dessus. Pour vous, c'était important? Oui, c'était vraiment important parce que je vois au regard des résolutions qui sont sous nos yeux ici qu'effectivement, ce discours de cadrage a été entendu par les militants. Parce que quand vous lisez, les militants n'ont pas eu, en tout cas, la langue de bois. Ils ont tenu le discours qu'il fallait, ils ont regardé leurs responsables en face et ils ont dit à leurs responsables ce qu'ils leur reprochent, ce qu'ils pensent constitue un dysfonctionnement pour la bonne marche du parti, mais également même pour la nation. Et c'est cette partie qui, moi, m'a plus intéressé. Parce qu'en plus, le RHDP a la spécificité d'être le parti qui est au pouvoir. Donc, les actions, même si on le pose pour le parti, mais ont des répercussions sur la vie de la nation. Et sur cet aspect-là, cet exercice-là, je pense que vraiment les militants ont joué pleinement leur rôle. C'est une très bonne chose. Maintenant, une chose est d'avoir des résolutions. Une autre est de mettre en application ces résolutions. Et c'est là peut-être maintenant qu'on va tous regarder la direction du parti, le courage que les uns et les autres auront pour mettre véritablement en application ces recommandations. Alain Toussaint, colmater les brèches, écouter les militants, se préparer à gagner les élections en 2025. Pour vous, c'était normal que le RHDP puisse se réunir et aller à ces réflexions-là? Bien sûr, ce séminaire sonne comme une mobilisation générale dans la perspective de 2025. Et cet événement arrive après quand même des succès incontestables lors des élections locales, régionales, municipales et sénatoriales, où on a vu quand même 3 pôles importants basculer, ou en tout cas être récupérés par le RHDP. On a Yopougon, qui était considéré comme étant le bastion du PPACI, enfin du FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo, désormais dirigé par M. Adama Bictogo.
On a la région de Lamé avec l'ancien Premier ministre Patrick Kachi. Et puis, bien entendu, le Haut-Sassandra avec la brillante victoire du ministre Touré Mamadou. Mais tout cela arrive aussi dans un contexte extrêmement difficile pour le parti présidentiel, parce qu'on a eu une fronde de militants, une centaine, qui ont subi un peu le courroux de la direction du parti. Ils ont subi le courroux. Oui, ils ont été sanctionnés, bien sûr, suspendus, etc. Et en face, on a une opposition qui s'organise, avec le PDCI qui est en passe d'avoir un nouveau président, le PPACI un peu à la croisée des chemins, mais qui est en train de se remobiliser. Tout le monde est tendu vers 2025, donc il était important pour le parti au pouvoir, qui a quand même un bilan, comme on dit, il y a du bon et il y a du mauvais, mais en tout cas qui lui permet déjà d'affronter ces épreuves à venir avec un peu de sérénité. Mais il était important, comme on dit, de resserrer un peu la troupe, de mettre de l'ordre, de peut-être redistribuer des rôles, redéfinir des missions, et j'espère qu'on parlera très très prochainement également d'idées, de visions, de projets. Est-ce que vous pensez que le parti justement fait preuve d'une grande humilité à mettre en avant, à communiquer au grand public justement les remontrances que font les militants? On aurait pu peut-être les cacher et tout, et présenter ce qui était beau, mais là on montre vraiment les faiblesses et ce qui ne va pas, et c'est très dur. Il y a certains militants qui estiment que certains cadres ont une attitude méprisante, et c'est dans le document. Pour vous, vous pensez que c'est une humilité qui pourrait les rendre forts et ouvrir l'horizon 2025? Alain Toussaint, et puis on revient à vous, Herman. Oui, je pense que c'est également faire preuve de responsabilité et de réalisme. Il n'y a pas de parti sans militants. Si vous coupez de la base, vous avez beau avoir le meilleur programme, personne n'ira voter pour vous. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut resserrer les rangs. En tout cas, quand je lis un peu la démarche du RHDP, dans la perspective justement des prochains rendez-vous. Parce qu'on parle de la présidentielle, mais juste après, il y a les élections législatives, c'est-à-dire donc le pouvoir législatif qui pourra contrôler le Parlement. Donc il y a quand même beaucoup d'enjeux dans les tout prochains mois. Herman? En même temps, lorsqu'on fait une sorte d'aveu, on reconnaît que dans la gestion des débats avec la base, ça n'a pas été fait de façon franche. En même temps, il n'y a pas plus de raison qu'on sanctionne beaucoup ce nombre de militants-là, de cadres du parti qui ont quand même essayé, puisqu'ils se sentaient frustrés par rapport à... Donc, moi, je pense que... Pour vous, le fait qu'ils acceptent cela dans les rapports, ça veut dire que j'imagine qu'ils doivent pouvoir maintenant comprendre qu'ils sont certes allés contre la décision du parti, mais c'était fondé sur quelque chose qu'eux-mêmes ils reconnaissent aujourd'hui. Ils devraient annuler la décision, c'est cela? Oui, chercher à trouver une formule, parce qu'un parti, qu'on le veut ou pas, c'est le nombre de militants, on cherche, tous on va à la conquête des militants. Isabelle, j'aimerais que vous puissiez réagir sur le point d'Herman. Ils nous disent ici que, puisqu'ils ont accepté que certains militants n'ont pas été entendus, la base a choisi peut-être des candidats qui n'ont pas été validés par la direction du parti, pourquoi donc garder les sanctions? Comment réagissez-vous face à ça? Moi, j'ai envie de dire qu'aucune œuvre n'est parfaite. Et c'est ce pourquoi, en fait, il y a eu ce séminaire, pour justement pouvoir corriger ce qui est à corriger. Et je pense que des décisions qui vont être prises au plus haut niveau va s'en suivre donc la meilleure, en tout cas, approche pour le parti pour qu'il puisse aller beaucoup plus loin. Après, j'ai envie de dire que le RHDP a toujours été un parti transparent et je vois pour preuve même le premier militant du RHDP qui est le président de ce parti, Alassane Ouattara, où lui-même, pendant les réunions, que ce soit gouvernementales ou autres, a dit publiquement qu'il faudrait que les cadres puissent être davantage proches des militants, qu'ils puissent parler, etc. Donc je pense que ça vient déjà de cette vision-là, impulsée par le chef de l'État. Ensuite, d'aucuns pourraient penser que oui, au niveau du RHDP, il y a l'usure du pouvoir parce que ça fait maintenant 10 ans qu'ils sont aux affaires, etc. Voilà. Mais justement, c'est ce pourquoi donc il y a cette introspection. Mais moi, j'ai envie de dire qu'on n'est pas dans cette usure du pouvoir, on est plutôt pour le RHDP dans une sorte de progression. Parce que quand je prends le RHDP les années précédentes, je fais une comparaison 2018 et aujourd'hui avec les élections locales, il y a eu une progression flagrante, en tout cas des villes et communes qui ont été conquises et acquises. Donc je me dis, c'est dans cette progression que le RHDP est en train d'évoluer pour la bonne marche, en tout cas, de la Côte d'Ivoire. Élysée, on constate qu'ils ne sont pas dans un triomphalisme béat. Ils s'écoutent et même publient les remontrances des militants. Mais en même temps, j'aimerais revenir un peu et avoir votre avis par rapport au point d'Herman.
Si tant est que ce que les militants ont dit était vrai, qu'on l'assume et qu'on le met dans le rapport, pourquoi garder donc les sanctions selon vous? Quel est votre point sur le sujet? Bon, je pense qu'il faut déjà être un peu plus clair. Moi, je pense que quand on dit qu'on assume ou bien qu'on reconnaît ce que les militants ont dit, c'est un peu aller vite en besogne. Les militants se sont exprimés. Le séminaire a fait le bilan des échanges et dans le bilan des échanges, on rappelle que les militants ont dit ceci. Les militants l'ont dit. Maintenant, la direction agira en fonction effectivement de ce que soit les militants ont dit vis-à-vis de la réalité, parce que ce qui est logique, c'est de remonter effectivement pour voir si ce que les militants ont évoqué, c'est une réalité ou bien juste c'est quelque chose qui a été lancé comme ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose c'est un processus qu'il va falloir prendre en compte dans un premier temps. Mais ce qui est sûr, ce qui a été dit au séminaire est censé être contenu dans le rapport final. Et c'est ce qui a été fait par le document. Maintenant, sur la question de savoir est-ce que c'est par humilité qu'ils l'ont rendu public et tout ça, je n'irai pas jusque-là, même si c'est vrai qu'on peut le voir un peu comme ça, mais de toute façon, on ne peut pas vouloir cacher les conclusions d'un séminaire et puis inviter la presse à venir assister à ce séminaire, à faire le compte-rendu de ce séminaire. Donc, il y a une volonté quelque part quand même qu'on communique là-dessus. Ça, c'est déjà un premier point. Mais secondo, ce n'est pas parce qu'au séminaire, on va s'enfermer entre 4 murs et on va retirer tous les micros qu'on ne saura pas ce qui s'y est passé. Ça, ce n'est pas possible. Comment cela, Élysée? Non, mais force. Mais ce que les militants sont venus révéler, ou du moins ce que le séminaire a révélé, mais c'est des choses qui sont sûres. Et c'est des choses, nous-mêmes, sans être militants du RHDP, on les a fustigés sur le plateau ici parfois. On a même dit parfois que les cadres étaient très loin de la base. On a parfois dit ici que le choix même des candidats posait un véritable problème parce que la base ne se sentait pas prise en compte. Donc ça, c'est des choses, nous, on n'a même pas eu besoin, mais c'est parce que justement, on avait des retours des militants. Donc ça, pour moi, vraiment, c'est pas... Excusez-moi du thème, mais ce n'est pas quelque chose qui mérite quand même qu'on applaudisse des deux mains. C'est une réalité. Je crois, et pour ma part, ce qui est plus important aujourd'hui, au regard des recommandations faites, donner les moyens de pouvoir mettre en œuvre ces recommandations, si tant est qu'on veut permettre aux partis d'être plus forts. Moi, j'ajouterais, exactement, là, le diagnostic il a été fait par les militants, par les séminaristes. Ce qui me fait sourire, et je pense qu'on avait évoqué, mais pas uniquement pour le RHDP, mais pour les autres partis, le faible niveau de formation politique des cadres et des militants du parti. Pour vous, là, c'est une bien, gangrène. exactement, c'est bien qu'ils le fassent, qu'ils fassent cette remarque. Donc là, le diagnostic, il est posé par les militants. Maintenant, la prochaine étape, c'est ce que le directoire va en faire en termes d'exécution, parce que tous les points sont bien précis. Je vois l'absence de restitution dans les bases des formations acquises lors des missions à l'extérieur, en Chine, en Afrique du Sud, etc. Ça, oui. Les militants le voient, la base le voit. À un moment donné, si on continue d'être déconnecté et qu'on arrive en 2025 avec cette base déconnectée, mais forcément, ça va nous jouer des tours, même si on a les moyens à notre disposition. Donc oui, cette transparence, c'est de la communication politique. La presse était présente. Sans état d'âme, sans émotion. Oui, c'est de la communication politique. La presse était présente. Les militants se sont sentis écoutés. Ils ont vu les aspirations, leurs attentes également être prises en compte. Maintenant, dans l'exécution, dans les prochains mois, est-ce qu'ils vont peut-être faire un bilan à 3 ou 6 mois, peut-être à 6 mois de l'exécution de ces différents points? Est-ce qu'il y a un chronogramme d'application, d'exécution donc de ces points? Est-ce qu'il y a des commissions qui seront mises en place pour suivre l'exécution et évaluer donc leur mise en place? Est-ce qu'on aura ils auront un autre séminaire? En tout cas, je me mets à la place des militants. J'espère pour eux que leurs aspirations seront prises en compte. Cette aventure ne fait que commencer, en fait. C'est un début. Très bien, Herman. Non, je voulais juste souligner que ce n'est pas seulement qu'un diagnostic qu'ils ont fait. À la fin du diagnostic, pour chaque atelier, ils ont dressé des résolutions. Et dans les résolutions qui concernent justement la non prise en compte des décisions, ils ont dit qu'il faut tenir compte des propositions de la base dans le choix des candidats. Donc moi, je pense que c'est un peu plus clair. Mais comme elle a dit, maintenant, c'est l'application, justement. Oui, mais le directoire va s'en charger. Les résolutions, on fait les séminaires, c'est pour qu'ils s'assoient dans une phase d'exécution. Isabelle. Oui, en fait, ça sert de cadrage et il n'y a pas de commission à mettre en place pour le suivi parce que les instances sont déjà établies. Il y a des secrétariats nationaux qui existent, par exemple le secrétariat national chargé du suivi-évaluation et tous ces secrétariats nationaux, en fait, sont pilotés par le secrétaire exécutif qui est le ministre Cissé Bakongo. Donc, je pense que les résolutions ont été prises, le cadrage a été défini et je pense que l'application se fera systématiquement, en fait, via toutes les instances qui sont déjà mises en place. Très bien, évidemment, nous, on jouera notre rôle d'observateur
observateur pour à chaque fois analyser et voir ce qui se passe du côté du RHDP. Quittons le RHDP et allons de l'autre côté, au PPHCI. Alors, rapidement, messieurs, et dames, pardon, j'ai dit messieurs, j'ai oublié les dames. Alors, Laurent Gbagbo et ses collaborateurs donc, du Parti des peuples africains ont tenu un secrétariat général le samedi, le 18 novembre. Des consignes ont été données. Herman, réaction. Non, moi je pense que d'abord c'est une réunion, hein, c'est un secrétariat. Que le secrétariat général, que le parti tient, c'est une réunion de routine. Dans le sens de la mobilisation. Dans le sens de la mobilisation. Je retiens qu'à la sortie de ce secrétariat-là, ils veulent faire une tournée de sensibilisation de la base. Mais moi, je pense qu'il faut que ce parti-là comprenne qu'au-delà des effets de mobilisation, des annonces à grande pompe de mobilisation, de tournée et autres, il y a quelque chose qui est essentiel. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le camp Gbagbo ne séduit plus? Le camp Gbagbo ne séduit plus parce que lui-même, ses lieutenants... Selon vous, ne séduit plus? Oui, il ne séduit plus parce que ses lieutenants, aujourd'hui, tout à l'heure, Alain a parlé des différents bastions qui ont été repris, qui ont été pris par le RHDP, ce que historiquement, on ne pouvait même pas imaginer. Mais aujourd'hui, ça a été pris parce que ces lieutenants sont désunis. C'est-à-dire que lorsqu'un parti ne travaille pas à se réunir, on ne peut pas faire mais justement, c'était ça la thématique de la séance, la mobilisation. Je parle d'union, je parle de tous. Très bien. Tous ceux qui se sentent du camp Gbagbo. Mamadou Koulibaly est où? Madame Simone Vivek Gbagbo est où? On va refaire tout ça. Oui, mais ce sont des questions. Oui, ce n'est plus d'actualité, mais on ne va pas en guerre seul. On vous a compris, Herman. Edith, votre point sur le sujet? Non, globalement, on revient toujours à la vie d'un parti politique après les élections après les élections municipales et régionales. On voit que le secrétariat général appelle donc à la mobilisation pour des cadres. Des cadres, parce que il y a, je pense, pour le Guémont, donc il y a la reprise des élections pour la région du Guémont qui est prévue. Mais au-delà de ça, c'est la vie du parti. De la même manière qu'on a discuté donc, du séminaire du RHDP sur le fonctionnement et la vie du parti après les élections, de la même manière, le PPACI fait cette même démarche d'introspection et de mobilisation de ces cadres. Voilà, tout simplement. Donc, il y vous sans plus. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Très bien, à tout à l'heure. Merci de votre fidélité à ce programme. Notre plateau est toujours présent. Isabelle, Alain, Herman, Élisée. Edith nous a quittés, mais assurément, elle sera avec nous demain. Alors, on continue avec la thématique justement du PPACI. On le disait avant de partir au journal qu'à quelques semaines des élections partielles, le président du PPACI a passé des consignes à ses cadres dans le cadre justement de la mobilisation. Herman avait donc pris la parole, Edith aussi. Isabelle, votre point là-dessus? Oui, donc Laurent Gbagbo mobilise en tout cas ses cadres au niveau de son parti politique. Il faut savoir que le PPACI est un parti qui est quand même assez récent. Donc ce que je retiens en tout cas de cette réunion, c'est qu'en premier point, c'est la remobilisation en tout cas de ces militants pour donc la reprise des élections qui doit avoir lieu donc en décembre, notamment dans la zone de Quibli, Guémont et San Pedro. Voilà. Ensuite, c'est que l'implantation du parti politique doit être achevée d'ici le 31 décembre de cette année. Et il y a également les 16 et 17 décembre à Ouragayo, les congrès constitutifs donc des ligues féminines. Et de la jeunesse. Et de la jeunesse, voilà. Et je tiens d'ailleurs à saluer la promotion des femmes aux instances donc, du PPACI avec le porte-parole Maître Abiba Touré et au niveau donc, de la Ligue des femmes avec une femme qui a été promue donc, à la tête. Ensuite, le quatrième point de cette réunion, c'était donc un concours voilà, pour l'hymne du parti. Très bien, merci Isabelle. C'est important de faire un concours pour l'hymne du parti. Bon, j'aimerais avoir je dirais pas rapidement. C'est important d'avoir l'hymne du parti, mais après, passer par un concours, bon, je ne sais pas. Après, le process, il regarde, mais pour vous, c'est important déjà d'avoir une chanson qui fédère. Exactement, ça fédère, ça réunit, et puis ce sont des paroles, en tout cas, qui sont emplies de valeurs donc, du parti, donc voilà. Élisée Boloube, votre point de vue sur cette session cette séance de travail, justement, du PPACI, où le président donc, de ce parti-là donne des consignes pour la mobilisation. On sait bien qu'après les différentes élections que nous avons connues, ça bat de l'aile.
Ils ont pris, enfin, le gaz a pris de l'eau. Pour vous, c'était important de rassembler, de dire, attention, il faut se remobiliser pour 2025? Oui, je pense que c'était tout naturel. Hein. Et puis, en plus, pour moi, ça rentre dans l'ordre normal du fonctionnement d'un parti politique à quelques moments importants, comme ceux, par exemple, d'après-élection, de retrouver la direction du parti, faire des bilans. Surtout qu'après l'élection, on se rappelle bien évidemment que le président Gbagbo a fait de nouvelles nominations. Il a restructuré un peu la direction de son parti. Il était quand même bien que déjà tout ce monde-là se retrouve dans un premier temps et puis se concerter. Et puis, ce n'était pas aussi une réunion pour être une réunion, mais il y avait un ordre du jour qui tenait. Et il y a eu des points qui ont été débattus, notamment l'implantation du parti qui doit être achevée avant le 31 décembre de cette année. Comme elle expliquait si bien, le congrès au niveau de la Ligue des jeunes et la Ligue des femmes qui doivent avoir lieu le 16 et le 17 décembre. Oragayo, ouais. Donc, voilà, Oragayo. Donc, ce sont des points quand même pour lesquels je pense que la direction du parti devait se retrouver et échanger, discuter, planifier bien évidemment les actions à mener dans ce sens-là. Donc, pour moi, c'est une réunion tout à fait naturelle et normale. Maintenant, je crois que après la réunion du secrétariat, l'autre point que certainement attendent les militants et tout le reste, je dirais, de ceux-là qui suivent un peu la vie politique du parti, c'est quelle offre présente maintenant le PPACI pour la suite, surtout après ce que moi je pourrais qualifier un peu comme une débâcle après les élections locales. Voilà, donc je dirais quelque part que c'est maintenant qu'on attend de voir ce que le PPACI propose et comment il compte reprendre du poil de la bête. Alors, c'est maintenant qu'on attend de voir, pour rebondir sur les propos d'Élysée, c'est maintenant qu'on attend de voir ce que le PPACI propose et justement comment ces appels à mobilisation seront mis en valeur sur le terrain pour gagner le pouvoir d'État, pourquoi pas en 2025. Oui, je pense que c'est un parti qui est à la croisée des chemins après les résultats médiocres lors des élections locales de septembre. Restructurer le parti, recruter des militants, et puis surtout retrouver aussi la force et les capacités financières, parce que l'activité politique exige quand même des moyens, autres que les seuls moyens humains. Donc je pense que c'est un peu cela. Moi, je voulais quand même observer que le PPACI lui-même avait un peu minoré sa possibilité de gagner des collectivités locales, parce que le parti avait décidé, par exemple, de ne pas présenter des candidats dans près d'une centaine de localités. Donc, en termes de stratégie, je ne pense pas que ce soit vraiment la meilleure des façons. Donc, aujourd'hui, la démarche de ce parti reste quand même illisible. Élysée parlait tout à l'heure de l'offre, mais c'est une question qui est un peu commune. Illisible ou illisible? Illisible. Illisible, selon vous. Voilà, c'est un sujet qui est commun d'ailleurs à la plupart de nos partis politiques. On est dans des débats, dans des démarches qui relèvent plutôt de la communication politique. Mais le temps est venu aussi, à moins de 2 ans de l'élection présidentielle, d'avoir une idée du chemin que ce parti compte. Est-ce que justement, avec ces travaux qui ont peut-être démarré, il s'est même dit qu'il y aura une tournée pour aller vérifier si les résolutions étaient donc appliquées sur le terrain, est-ce que justement, ça ne donnera pas la capacité de voir, de lire, vous dites que c'est illisible, de pouvoir lire ce que veut ce parti ou comment ça va se passer pour 2025? C'est certainement une phase préparatoire. Mais je me souviens que dans les années 90, en tout cas ce que me rapportent mes lectures, ce parti déjà, dès l'ouverture au multipartisme, avait pris l'habitude d'aller sur le terrain, de former ses militants, d'organiser des rencontres de réflexion. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup d'organisations politiques en Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on salue l'initiative du RHDP, même si la réflexion était toute concentrée ou centrée sur la vie du parti. Mais déjà, c'est bien parce qu'il faut... Vous pensez qu'ils devraient écouter rassembler leurs militants et puis écouter véritablement? Oui, et puis les former, parce qu'il y a une nouvelle économie qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle l'économie de la pensée. C'est celle qui permet de faire de la prospective, de se projeter. Très bien. Quelle vision ces partis politiques ont-ils de la Côte d'Ivoire en 2030, 2035, 2040, etc. Comment ces partis perçoivent-ils les problèmes de notre sous-région face au terrorisme, face à la misère quand même que traverse un certain nombre de nos concitoyens de l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc, avant, il y avait des cadres, des échanges pour en parler. Il y avait même des auteurs, des militants de partis politiques qui écrivaient, une presse qui répondait en écho à ce besoin de formation et d'information. Mais aujourd'hui, c'est un peu le désert. Et ça, c'est dommage.
Alors, on reviendra toujours sur ces sujets-là. On va observer de très près comment ces choses évoluent parce que tout ça, c'est dans la ligne droite, évidemment, de 2025. Messieurs, nous allons directement aller avec Ella Diomandé, docteur Ella Diomandé, présidente du 2e congrès du COGEP, voilà, qui aura lieu le vendredi 24 novembre, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il y aura donc le bilan, le toilettage des textes et l'élection du nouveau président. Et la thématique de ce congrès, de ce 2e congrès, c'est quel COGEP face aux mutations sociopolitiques et économiques en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Docteur Ella Diomandé, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi une telle thématique? Une telle thématique, d'abord ce congrès, il répond à un besoin de respect des textes du congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Ce congrès intervient donc dans le respect des textes du COGEP. Le premier congrès a eu lieu en 2019, qui a vu l'élection du président Charles Blé Goudé. Le deuxième, il se tiendra donc, comme vous l'avez dit, le vendredi 24 novembre à Astoria Palace. C'est un complexe hôtelier. D'accord. Nous avons décidé donc de réfléchir sur les mutations sociopolitiques qui interviennent aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans la sous-région pour voir la voix du COGEP, ce que le COGEP en pense. Bien sûr, après le toilettage de nos textes, après avoir réfléchi sur la vie du parti, c'est que le COGEP en pense, qu'est-ce que le COGEP peut dire sur toutes ces mutations, qu'est-ce que le COGEP pourra proposer. Isabelle? Qu'est-ce que le COGEP pourra proposer, certes, mais est-ce que la question de la présidentielle de 2025, c'est-à-dire est-ce que votre président aujourd'hui pourra donc aller à l'élection présidentielle de 2025 sera abordée ou pas? L'un des temps forts, bien sûr, de ce congrès, parce que le congrès se déroule sur 3 jours, mais le premier jour, qui est le 24 novembre, l'un des points forts, bien sûr, après le toilettage des textes, c'est l'élection du nouveau président du COGEP. Donc, après l'élection du nouveau président du COGEP, au soir du 24 novembre, la Côte d'Ivoire tout entière, le monde entier saura si le candidat élu, le président élu, sera candidat aux élections. Très bien. Quand je prends votre thème, quel COGEP face aux mutations sociopolitiques et économiques en Côte d'Ivoire, mais d'ailleurs dans la sous-région, au regard donc de ce thème-là, de ce deuxième congrès, doit-on s'attendre à ce que le COGEP aujourd'hui trace quand même les lignes qui concernent les questions essentielles comme la CEDEAO et même le franc CFA? Est-ce qu'on aura une position claire du COGEP sur ces questions-là au regard du thème de votre congrès? La dimension de la politique nationale sera prise en compte largement au cours du congrès du 24 novembre. Mais le 25 novembre, il y aura un mini-sommet qui va réunir les délégations panafricanistes et socialistes qui viennent de 7 pays de la sous-région. On pourrait citer en outre la République centrafricaine, le Niger, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin qui seront là. Alors, à ce mini-sommet dont le thème est « Quel panafricanisme face aux mutations mondiales ?», on pourra bien sûr aborder ces sujets d'ordre sous-régional. Élysée. OK, le congrès, le COGEP, c'est le congrès des jeunesses panafricaines, c'est ça? Le congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. OK. J'ai voulu que vous le dites parce que pour nous, il y a un terme qui est récurrent et qu'on entend un peu partout, soit sur les réseaux sociaux, un peu partout, panafricain. C'est quoi aujourd'hui le panafricanisme ou panafricain, quand vous le dites? Parce que là, on entend beaucoup de définitions, si bien que certains Africains ne pensent plus faire partie du panafricanisme. Le terme, selon vous, est galvaudé? Ben, peut-être, je ne dirais pas galvaudé, mais peut-être qu'ils nous donnent leur définition ou la définition pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de définitions qui fusent un peu partout. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit-on entendre par panafricanisme, en fait? Un panafricanisme, on pourrait dire que c'est l'ensemble des Africains pour l'Afrique. L'ensemble des Africains pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Oui, il faut penser pour l'Afrique. Écoutez, l'Ukraine ne peut pas être en guerre et puis l'Afrique va avoir faim. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Alors bien sûr, pour ce mini-sommet qui aura lieu le 25 novembre, vous verrez bien que ce sont des questions qui seront le panafricanisme, les Africains qui sont bien sûr assoiffés du développement de l'Afrique se prononceront sur des sujets de développement. Alain Toussaint. Alors, un parti politique, c'est certes des femmes et des hommes, mais aussi des ressources humaines. Comment est-ce que vous faites pour financer votre activité, votre vie politique?
Le COJEP est un parti très organisé, mais qui vit de dons et de legs, mais des efforts des militants. Des efforts des militants. C'est-à-dire quoi les efforts des militants? Des efforts financiers, matériels des militants, principalement, des dons et des legs. Alors, je vais juste relancer, d'accord. Alors, tout à l'heure, vous parliez de 2025, enfin, on vous a posé une question. Vous savez la situation judiciaire de votre président. Je vais vous poser deux questions. Sera-t-il le candidat unique lors de ce congrès? Merci Alain. Et deuxième chose, pensez-vous que les conditions seront réunies pour qu'il puisse endosser le dossard de candidat à la présidentielle? Parce qu'il y a quand même l'épée de Damoclès, la condamnation, qui est toujours là. Nous avons ouvert la période de réception des candidatures. Donc, en ma qualité de présidente de ce congrès, je peux vous dire qu'il y a plusieurs candidatures. Ah, il y a plusieurs candidats? Il y a eu plusieurs candidats. On peut avoir des noms? Je préfère juste vous dire qu'il y a plusieurs candidats. Voilà, c'est une exclusivité pour le congrès. D'accord. Sur la justice. Sur le point de la justice, il disait, est-ce que votre candidat serait, par exemple, parce qu'on sait tout ce qui se passe au niveau de la justice pour lui, est-ce que malgré ça, il serait candidat à la présidentielle? D'accord, c'est une décision politique. Hein. Voilà, c'est une décision politique, on ne va pas se le cacher. Mais les militants du COJEP, les sympathisants du COJEP croient au président Charles Blé Goudé. Il n'est pas encore président puisque vous partez à l'élection. Bien sûr, mais pour le moment, il n'a pas encore rendu sa démission non plus. Donc pour l'instant, c'est celui-là qui serait en vue, c'est ce que vous dites? Non, il dit le président du parti, je dis que pour le moment, il est président du parti. Jusqu'au 24 novembre, où il va, après avoir présenté son bilan de l'exécutif, il va rendre sa démission et puis on va passer aux élections. Donc, comme on n'a pas les noms des autres candidats, c'est pas grave. Moi, je pense que quel est le niveau d'implantation aujourd'hui du COJEP après toutes ces années, surtout 2 ans après le retour de votre leader? 1 an après. Un an après. Ouais. 1 an après le retour de notre leader. Un peu plus d'un an. Il était tellement actif qu'on a l'impression qu'il a déjà fait 3 ans en fait. Ah oui, merci beaucoup. C'est vraiment votre point de vue. Merci de le noter. Ben, 1 an après le retour du président Charles Blé Goudé sur la terre de ses ancêtres, on pourrait dire que le COJEP a survécu. Oui, mais concrètement, en termes de chiffres. En termes de chiffres, aujourd'hui, nous avons plus de 38 coordinations régionales. D'accord? Ça, c'est au niveau national. Hein. Et vous réclamez combien de militants? Combien de militants? Notre objectif, bon, je parlais déjà des coordinations régionales, mais il y a des représentations en Europe, il y a des représentations en Amérique, il y a des représentations en Afrique. Hein. Élysée? Ok. Je finis. Oui, finissez. Allez-y, je pense. L'objectif du COJEP, du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, ce serait qu'on atteigne sur les 28 millions d'habitants que nous avons en Côte d'Ivoire, qu'on puisse atteindre au moins 2 millions. Très bien. Il nous reste 2 minutes. Ça va se partager entre Élysée et puis... et moi. Bon. Isabelle également. Donc, on va gérer 2 minutes, 20 secondes rapidement, Élysée. D'accord. Ok, d'accord. Est-ce que, on sait que le COJEP est un parti de gauche, qui se revendique de gauche. Est-ce qu'on peut avoir les partis invités à ce congrès? Est-ce que vous aviez convié le PPACI, les partis de gauche, et puis le parti au pouvoir? Qui sont ceux qui sont attendus comme partis? On pourrait dire que le COJEP est un parti de social-démocratie. On aura le temps d'expliquer, mais nous avons adressé des courriers à tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Ils ont déjà répondu, tous les partis seront là. Ok. Oui. Isabelle, rapidement, et on termine avec Au COJEP, vous réfléchissez beaucoup, vous faites aussi des propositions concrètes, notamment, comment dirais-je, j'ai envie d'aller vite et du coup j'oublie mes mots, notamment au niveau de la restructuration de la CEI et même au niveau de la vie chère. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être écouté et que vos recommandations sont bien entendues au niveau du pouvoir en place? Nous sommes convaincus que nous sommes écoutés, nous sommes vraiment écoutés. Je voudrais par exemple citer l'exemple de la campagne Zéro blessé, zéro mort que notre président qui a été mis en mission par le COJEP a eu à faire pendant les élections locales. Et cela a permis d'éviter des morts. Très bien, donc vous êtes écoutés. Nous sommes écoutés. Très bien. Alain, dernière question. Juste, bon, Isabelle parlait du parti au pouvoir. Quel jugement vous portez aujourd'hui sur la gouvernance de l'équipe Ouattara, du point de vue économique et même politique, du point de vue démocratique? Vous avez 10 secondes, docteur. Ce sera une question abordée au Congrès.
D'accord. Voilà, au soir du congrès, comme je vous l'ai dit, vous serez le nouveau président du COJEP, vous saurez aussi si le COJEP présente un candidat en 2025. Et ce qu'il pense de la gouvernance. Et ce que nous pensons de la gouvernance. Et chose que je veux rappeler, c'est que le 26 novembre, c'est la dernière, la grande date aussi, ce sera la fête de la dignité et de l'espérance à la place CP1 de Yopougon. Ce sera le jour avec les festivités où le président Charles Blé Goudé prononcera son grand discours, le premier grand discours depuis son retour en Côte d'Ivoire. Donc, on vous attend tous. Merci beaucoup, Dr Hela Diomandé. Vous êtes président du 2e congrès avec la thématique « Quel COJEP face aux mutations sociopolitiques et économiques en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ». Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Notre émission est terminée. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons été en votre compagnie. On se retrouvera demain pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Remerciements aux équipes rédactionnelles, à la réalisation également. Et puis voilà, les programmes continuent sur l'AFTV. Bonsoir.